Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui met en lumière comment une bonne hygiène de vie peut devenir une véritable force motrice pour exceller, tout en restant aligné avec ses valeurs et en préservant sa santé mentale et physique. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans ce podcast, je vous invite à découvrir les coulisses de la réussite des dirigeants et des entrepreneurs. Ensemble, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui, derrière leurs performances, partagent leurs routines, leurs défis, mais aussi les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. Un nouvel épisode vous attend le lundi matin tous les 15 jours pour explorer comment ils traversent les périodes où leur bien-être est mis à rude épreuve et ce qui leur permet de rebondir tout en restant alignés avec eux-mêmes. Aujourd'hui, je reçois Andrea Decodin, une entrepreneure au parcours à la fois inspirant et profondément humain. Andrea, c'est une personne qui a connu les hauts de la réussite, mais aussi les remises en question profondes qu'elle peut entraîner. Dans cet épisode, on parle du décalage intérieur qui surgit quand notre environnement ne nous ressemble plus, du revers de la réussite et de l'importance de s'entourer de personnes avec qui l'on peut être pleinement soi. On évoque aussi comment certains mécanismes comme l'alcool peuvent s'installer pour nous aider à supporter une réalité qui ne nous convient plus. Un échange vibrant, sincère et très authentique pour tous ceux qui sentent qu'ils ne sont peut-être plus à la bonne place et qui cherchent à revenir à eux-mêmes. Bonne écoute! Hello Andrea, merci beaucoup de participer à mon podcast. Salut Carole! Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer un petit peu ton parcours? D'accord, donc je m'appelle Andrea, j'ai 40 ans, maman de 2 enfants. C'est important pour moi de préciser à chaque fois que je suis maman parce que j'ai l'impression que ça me définit quand même pas mal. Je sais pas pourquoi je commence là-dessus, mais voilà. Au niveau pro, j'ai une entreprise qui s'appelle Pétillum, donc Pétillum comme pétiller, puisque j'apprends aux gens l'art de la fermentation et on sait que la fermentation, ça pétille, donc voilà, Pétillum. Avant ça, j'ai fait toute ma carrière en tant que journaliste, donc essentiellement journaliste télé, pour des grandes chaînes, voilà, où j'étais souvent sur les plateaux, présentatrice et la plupart du temps, orientée sport, lifestyle, donc voilà. Tu nous partages beaucoup sur les réseaux le changement de vie que tu as eu parce qu'avant tu étais à Paris et maintenant je crois que tu es plus en campagne parisienne. Est-ce que avec ce changement de vie, tu as instauré de nouvelles habitudes qui sont vraiment aujourd'hui indispensables à ta santé mentale et physique? Oui, parce qu'en fait, c'est à la fois complexe et pas tant que ça. C'est-à-dire que quand, j'habitais à Paris, donc sur la petite couronne, hein, j'étais plutôt du côté de Boulogne-Billancourt, mais c'était déjà beaucoup. Quand j'habitais Paris et que j'étais dans ce rythme de journaliste où tu sais, ce milieu-là est quand même, je sais pas si on va en parler, mais extrêmement complexe et qui finalement me correspondait pas. Mais ça, j'ai mis du temps! J'ai mis tellement de temps à m'en rendre compte, mon Dieu! Je souffrais, mais pour des raisons vraiment qui me dépassaient. Je restais, je m'accrochais. Et donc en fait, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que tout ça, c'était fait pour moi. Cette vie parisienne, machin, puis j'avais pas d'enfant, faut être clair, c'était plus facile aussi. Cette vie effrénée, puis à un moment donné, tu sais, tu as 2020 qui est arrivé et 2020, ça a bousculé beaucoup de gens, je pense, hein, Avec le avec le Covid, Covid et les événements qui s'en sont suivis surtout. Parce que pour moi, en fait, c'était pas tant le Covid ouais. finalement, qui a été vécu de manière, la plus choquante en fait. C'est tout ce qui s'est passé autour en fait. Mmh. Et donc moi, cette envie, si tu veux, de changer de vie, elle était avant le Covid, donc avant 2020, plutôt à partir de 2018-2019. Mais vraiment, le Covid a été un accélérateur tellement fort de se dire: «Mais en fait, c'est pas de cette vie dont mon âme, je sais pas, dont on a besoin et dont ma famille a besoin. Donc il faut absolument déguerpir de la ville et s'installer à la campagne». Et je crois que ta question, en fait, c'était quoi? Est-ce que suite à ce changement, tu as mis des nouvelles habitudes en place, qui vraiment, soutiennent ta santé mentale et physique? Bah, justement, depuis un peu avant le Covid et pendant toute cette période-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas tant souverain que ça, si tu veux, au niveau de notre santé, au niveau de notre alimentation, au niveau de ce qu'on mettait à l'intérieur de notre corps, en fait, tout simplement pour prendre soin de nous et que la seule manière pour moi de faire bouger pour faire bouger les choses à mon échelle et à l'échelle de ma famille, c'était peut-être de créer un potager, c'était peut-être de travailler sur la qualité de l'eau qu'on allait boire, c'était peut-être, parce que moi j'ai développé un asthme, hein, quand j'ai vécu à Paris alors que je suis jamais malade. D'un seul coup, vers les 30 ans, je suis devenue Mmh. asthmatique. Donc travailler sur tout ce qui faisait que ça nous rendait malades en fait. Donc peut-être sortir des grandes villes pour avoir un air plus pur, même si c'est compliqué et j'ai l'impression qu'on est entre guillemets un peu attaqué de partout sur la qualité de l'eau, sur la qualité de ce qu'on mange. Le bio, c'est pas vraiment du bio. Enfin, tu vois,
Je t'apprends rien. Ouais. Donc moi, en fait, la porte Non, non. d'entrée sur le fait d'aller à la campagne, c'était surtout sur la santé. C'était un axe très important pour moi et surtout aussi santé mentale aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux? Quelles sont les activités qui me plaisent? Et moi, je sais que depuis enfant, ce que j'aime, c'est peindre, par exemple, tu vois? Faire de la peinture, me poser, être tranquille, être slow, quoi. C'est un terme hyper à la mode, mais en vrai, nous, en tant qu'humains, je pense pas qu'on soit tous en recherche, de cette énergie, tu sais, hyper masculine, de toujours être dans le ouais, voilà. Hyperactive, ouais, Moi, j'étais comme ça, hein. dans J'étais l'action. vraiment une énergie hyper masculine, en fait, mais je me rends compte que c'était pas du tout moi. Et c'est pas un effet de mode, en fait, c'est pas Instagram. C'est que, en fait, à un moment donné, tu te rends compte alors, c'est le fait de prendre de l'âge, d'avoir des enfants aussi, hein, je ne nie pas, mais on n'est pas fait. On n'est pas fait pour être constamment, nous, en tant que femmes, dans cette énergie masculine du combat au boulot, du combat rien que de prendre le métro, c'est un combat. Enfin, tu vois, tout est combat, en fait. Donc j'avais vraiment voilà, à partir de 2000, entre 2020 et 2022, ça devenait, comment dire? Une question de vie ou de mort, de partir de cette ambiance-là, en fait, de cette vibe et pour ma santé donc physique et mentale, le fait de m'être installée à la campagne, le fait de commencer à m'intéresser au potager, parce que tout ça, j'y connaissais rien, en fait, tu vois? De commencer à cultiver, ce bonheur, en fait, ce bonheur de voilà, d'obtenir de ses propres mains, de la nourriture qui est un petit peu plus, j'ose espérer, quali que ce que tu peux trouver en magasin. Tout ça, c'est que vertueux, en fait. Mmh. Tu nous disais que tu étais vraiment dans une, énergie hyper masculine qui te correspondait pas. Est-ce que tu as identifié ce qui t'a mis dans cette énergie au final, si ça colle pas à ta personnalité, à tes besoins? Je n'accuse personne de ça, parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Par contre, je pense que c'est beaucoup dû à la manière dont enfin, de mon enfance, quoi, la manière dont j'ai été éduquée. C'est une question, je l'ai pas travaillée avant que tu me la poses, mais, je vais essayer de Ah, non, désolée je du vais coup. essayer de te répondre. Tu vois, mon papa était un ingénieur et j'ai toujours été dans cette culture de toute façon, tu sais, un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, les générations, elles sont pas comme ça. Ouais, Mais nous, à mon époque, moi, je suis ouais. des années 80, je suis née dans les années 80. Je suis une millennials. Je crois qu'on a été élevés dans faut faire des études, il faut faire des études scientifiques, hein, en plus. Si tu Mmh. veux avoir un C'est plus boulot, c'est beaucoup valorisé. plus valorisé. Enfin, je suis de cette époque-là, tu vois? C'est un truc de dingue. Mmh. Et donc en fait, j'ai été élevée dans ce truc de toute façon, il faut que tu fasses de grandes études, la meilleure école possible. Il fallait absolument que je fasse un bac scientifique. Alors que mon Dieu, j'étais pas du tout faite pour ça. Fallait maths, la physique, vraiment, c'est pas m je et donc en fait, pour moi, il y avait pas la possibilité de faire autre chose, si tu veux. J'avais peut-être des aspirations d'enfant. Moi, j'ai toujours voulu être vétérinaire, j'adorais dessiner. C'était valorisé, hein, dans ma famille, mais pas, genre, c'est du hobby. Toi, ce qu'il faut, Mmh. c'est que tu fasses un bac S. Derrière, tu veux être vétérinaire, très bien, mais il va falloir, faire une prépa, tout ça et cetera. Donc pour plein de raisons, j'ai pas pu faire une prépa véto. Mais du coup, je suis arrivée dans des écoles de sciences et ensuite, du coup, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. C'était trop difficile pour moi parce que c'était pas mon truc. Donc le journalisme m'intéressait depuis très, très longtemps. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, si les sciences, c'est trop difficile pour toi, peut-être que le journalisme, tu es un peu plus faite pour ça». Donc j'ai fait une école de journalisme, et ensuite je suis rentrée et c'est pour rejoindre ta question sur cette énergie masculine, je suis tout de suite rentrée dans le bain de rédaction où l'énergie était très masculine, en fait. De toute façon, quand tu fais du journalisme, enfin, en tout cas en début de carrière, tu es souvent projeté dans des grandes villes, hein, c'est souvent à Paris qu'il y a du boulot et Ouais. cetera. Moi, j'avais contracté un prêt étudiant, donc il fallait que je le rembourse. Mes parents, ils étaient pas là pour m'aider, si tu veux, par choix de leur part, hein. C'était pas forcément financier, mais donc tu es projeté dans ce truc-là et tu es dans une énergie d'être conquérante, en fait. De quoi qu'il arrive, il faut que ça marche. Donc quoi qu'il arrive, ça marche. Parce que moi, j'ai tout mis en place pour que ça fonctionne et donc au détriment de ma santé mentale. Ça, c'était sûr. Mais du coup, j'étais nourrie par cette énergie aussi. Il faut pas, cracher là-dessus aussi. C'est que j'étais à une Mmh. période où ça avait du sens pour moi. Enfin, je veux dire tous les matins, enfin, j'ai commencé par de la radio et ensuite de la télé. C'est ambivalent parce que tous les matins, je me réveillais avec la peur au ventre parce que je savais que ça allait être un combat quotidien, ce métier-là, ce milieu-là. Donc c'était un deal entre la peur au ventre et nourrir cet enfant intérieur qui avait besoin de reconnaissance. Parce que j'avais été élevée dans un truc où voilà, on reconnaissait pas ma valeur en tant qu'Andrea et donc je m'étais imaginée à l'époque en faisant de la télé, j'allais combler ce besoin. Ce qui est absolument faux, spoiler alert. Donc si tu veux, j'ai toujours été dans voilà, je me disais, en fait, donc là où tu t'épuises à être dans une énergie qui est pas du tout la tienne, à te faire, insulter toute la journée.
à ce qu'on te traite comme la dernière des merdes, voilà, et toujours dans ce truc de conquérant, de devoir écraser parce que sinon on t'écrase. Voilà, dealer entre ça et le fait de, bah, oui, mais ça nourrit mon désir intérieur d'être, ça comble, en tout cas provisoirement et de manière illusoire, mon envie d'être reconnue pour qui j'étais. Et en fait, là où il y a eu rupture, c'est quand à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas nourri. Ça ne nourrit pas ton enfant intérieur et donc en fait, quand cette énergie masculine est alors je dis énergie masculine, mais tu comprends en fait, que Ouais, ce ouais, truc-là ouais. qui te correspond pas est beaucoup plus délétère pour toi que ce que ça te nourrit, c'est là où tu pars au burn-out en fait. Mmh. C'est là où tu te rends compte que mais ça n'a aucun putain de sens en fait ce que tu es en train de faire, juste souffrir. Au final, c'est la réalisation de ça qui t'a amené au burn-out? Bon, il y a bien sûr tout le contexte, hein, qui a mis tous les piliers, mais est-ce que c'est vraiment le moment où tu as réalisé ça que du coup, il y a tout qu'à lâcher derrière, pour mener au burn-out ou pas? J'ai rien réalisé du tout. Franchement, tout ce dont je te fais part, c'est vraiment une analyse, que je Post, fais ouais, ouais. a posteriori. Parce que je pense en fait moi je crois beaucoup en les alors maintenant, mais à l'époque, j'y croyais pas du tout. J'y crois beaucoup en les lois de l'univers. Et donc à l'époque, ça me dépassait totalement tout ça, hein. Moi, j'étais vraiment un robot, hein. Et donc c'est pour ça que je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Mais en fait, l'univers, il a passé son temps, pendant ces 15 ans-là, à me dire: "Ce n'est pas fait pour toi"». C'est-à-dire que mais c'était marrant parce que plus donc je suis sortie majeure de ma promo, de mon école de journalisme. Donc en fait, j'avais des vents contraires qui m'empêchaient finalement de prendre les vraies décisions. C'est-à-dire que, voilà, j'étais bonne dans ce que je faisais, j'étais même excellente. J'ai été prise en CDI tout de suite dans une grande chaîne de télé pour, être présentatrice. Alors évidemment, c'était pas mon domaine, c'était dans le sport. Le sport, c'était pas mon domaine, mais je me débrouillais très bien parce que j'étais bonne dans ce que je faisais en tant que présentatrice, si tu veux. Donc à Mmh. chaque fois, en fait, c'est pareil. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qu'il faut en retirer finalement et j'ai pas la réponse. Mais j'étais toujours dans ce truc-là où j'excellais, mais en même temps, parce que j'excellais, il y avait énormément de allez, on va dire ça, enfin, il y avait énormément de jalousie, j'en sais rien, enfin, tu vois, dans ce genre de milieu, voilà. Ouais. Donc en fait, je voulais rester parce que je me disais: «Je vais pas partir pour ces gens-là, je suis bonne dans ce que je fais et j'aime ce que je fais». En fait, ce que j'aimais pas, c'était l'expérience avec les gens qui Mmh. était hyper, compliquée pour moi, mais sinon j'aimais être devant la caméra. Donc si tu veux, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte qu'en fait, cet univers-là était pas fait pour moi puisque je nourrissais mon enfant intérieur, ça marchait pour moi, mais en même temps, je me prenais claque sur claque, sur claque, sur claque, sur claque. Chaque année, c'était de pire en pire, en fait. Chaque année, en fait, l'univers me disait: «Andrea, t'es pas là où tu devais être, en fait». Et je me prenais des trucs mais c'était essentiellement, dans ma relation aux autres, en fait. Tu vois? Et pendant que ma carrière se développait, et ben, moi, si tu veux, au niveau intérieur, je périssais. Ouais. Jusqu'au jour où donc l'univers passait son temps à me dire: «Tu es pas sur la bonne voie», parce que je me prenais des claques de ouf, mais je persistais et jusqu'au jour où finalement il s'est passé un événement, voilà, dans la chaîne dans laquelle je travaillais, totalement injuste, mais vraiment, hein, je suis pas là en train de dire non, non, c'est pas ma version des faits, il s'est passé plusieurs événements totalement injustes qui ont fait que je suis partie. C'était plus possible, en fait et ça, j'ai mis énormément de temps à m'en remettre parce que j'ai une vraie blessure d'injustice, tu vois? Même là, je t'en parle, Ouais. c'est voilà, c'est encore, c'est Encore un peu à difficile. vif. Mmh. Enfin, ça le sera toujours, en fait, tant que j'aurai pas réglé cette blessure d'injustice, je pense. Mais, mais je pense que là, à un moment donné, l'univers m'a dit, maintenant, enfin, m'a montré que physiquement, c'était plus possible. Donc là, j'ai dû arrêter et remettre tout en question et me dire: «Bah, voilà, pourquoi je suis pas sur le bon chemin, quoi?» Du coup, quand tu as arrêté le journalisme, tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire ou tu as vraiment, tout quitté et on verra ce qui se passe, derrière? Tu avais une solution de secours? C'était quoi les plans à ce J'avais moment-là? pas de solution de secours, merci Pôle emploi, hein, parce que l'air de rien, bah, quand tu te retrouves dans une situation où vraiment, voilà, c'est fini pour toi, bah, tu as Pôle emploi donc c'est cool. Donc j'ai réfléchi à Mmh. vraiment, comment je pouvais changer ma vie, être dans la transformation. Donc du coup, je me rappelais que mon enfant intérieur, il aimait les animaux, donc peut-être développer une activité autour des animaux, mais qui soit lucrative. Donc aussi, comme j'aime bien l'univers, comme j'aime bien le cocooning, tu sais, je me suis dit: «Bah, écoute, est-ce que je créerais pas», et je l'ai créé finalement un produit design, autour des chats, tu vois? Donc j'ai créé Cache à ça, qui est une entreprise où en gros, c'était, un cache litière, tu vois? Quand tu vis en appartement, la litière, c'est quand même la dernière chose que tu as envie de voir dans ton appartement. Donc j'avais travaillé Ouais, avec c'est un clair. designer pour créer un cache litière vraiment design pour les chats. Donc entreprise qui n'a pas fonctionné parce que
c'était pas pour moi, si tu veux. Mais en tout cas, j'ai Ouais. essayé pas de me reconvertir, vraiment de me renouveler, d'essayer de travailler sur la Andrea. Qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle aime, etc. Mmh. Donc ça a été un premier point. Déjà, ce que je voulais, c'était Ouais, une expérience. une expérience, voilà. Je voulais plus avoir de patron parce que et de collègues. C'était ça le point. Je voulais plus avoir de Je collègues, comprends. plus avoir de patron, et faire une activité en lien avec les animaux ou en tout cas avec le vivant. Mmh. Voilà le point de départ en tout cas, sur ce changement de vie en tout cas. Du coup, par rapport, donc le burn-out, donc de suite après changement de vie, qu'est-ce qui à ce moment-là a été vraiment, le plus important et le plus, impactant sur ta santé pour remonter un peu la pente? Je l'ai pas remonté, j'ai mis 5-6 ans à remonter la pente. Vraiment, ça a été, Ouais. terrible pour moi donc ça a été en plus de ça, parallèlement à tout ça, je suis tombée enceinte quoi, voilà et donc de mon premier enfant et qui était un enfant, qui était un gros bébé en fait. Donc elle est née à 4,5 kg et donc en fait à toutes mes problématiques mentales, je dis burn-out, mais j'ai jamais été diagnostiquée parce que je suis jamais allée voir de psy. Donc je te dis ça, c'est vraiment un terme, voilà. Mmh. Ouais. C'est pas forcément bien d'utiliser des mots si t'es pas diagnostiqué, mais c'est comme ça que je l'interprète. Mais tout ça, dans ce burn-out-là où professionnellement, vraiment, j'avais eu le sentiment de vivre l'injustice, de devoir renoncer à un métier que j'aimais à cause de cette injustice-là. Mmh. Je tombe enceinte, j'avais un bébé macrosomique, donc très gros, donc j'ai énorme prise de poids, énorme. Vraiment, on est sur du 25 kilos alors que je fais, de base 47 kilos, tu vois? Donc énorme prise de poids, accouchement dramatique, enfin dramatique, en tout cas catastrophique. Je sais pas. À un moment donné Va falloir se calmer. exactement. C'est dur, hein, c'est dur d'en parler parce que tu vois, à chaque fois, je me dis enfin les années passent et tout et tu te dis: «OK, c'est du passé», tu vois? Et après quand tu es replongé dedans, voilà. Mmh. Et pourquoi tu jamais voulu, être accompagnée, enfin aller voir un psy ou, faire cette démarche? Je trouvais pas à chaque fois, je trouvais pas le bon pro, tu vois? Pourtant, j'ai je suis pas Mmh. du tout au contraire, j'étais très ouverte à ça et je trouvais pas le bon pro. Ça me demandait beaucoup d'énergie, en fait, de chercher et je Mmh. trouve qu'un psy, tu vois, faut vraiment trouver le bon et Ouais, c'est ensuite vrai. tu développes une relation, sur le long terme et moi, je suis pas du genre à tu vois, dans ma personnalité, j'arrive pas trop à être très fidèle. En tout cas, de ce point de vue sur les psys, machin, donc j'entamais des trucs avec les psys, fallait que je réexplique tout et ce que j'appréciais pas avec les psys, à tort peut-être, c'est qu'ils voulaient toujours revenir ils ramenaient tout à mon enfance et Mmh. à ma relation avec mes parents, ce qui est logique si tu veux, mais enfin, tu vois, ça me replongeait à chaque fois, fallait que je réexplique tout parce que j'ai eu une enfance aussi pas forcément très cool et je me disais: «Non, règle mon problème maintenant, essaie pas d'aller regarder, 20 ans en arrière», tu vois? J'avais la flemme. Donc j'étais Mmh. pas accompagnée. J'étais pas accompagnée, puis moins tu es accompagnée et plus tu es dans un truc où tu restes chez toi en déprime totale et tu es pas dans le mouvement et c'est un cercle vicieux qui peut durer des années, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je sais que, tu vois, j'en vois une pour le coup de psy et c'est vrai qu'elle m'aide vraiment à dézoomer, en fait, et à enlever un peu le nez de ta merde, tu vois? Bon, pareil, Clairement. c'est ça, et c'est ça qui est hyper, intéressant parce que d'un coup, tu dézoomes, tu vois tous les liens, tout ce qui se passe à côté et tout ce qui te alors ce qui te concerne, mais d'autres choses qui ne t'appartiennent pas forcément et que toi, tu as tendance à te mettre dessus, et c'est vrai que pour ça, enfin, pour moi, en tout cas, c'est hyper intéressant d'aller faire ce travail-là, même si effectivement c'est compliqué et de trouver le bon psy parce que, Ouais. faut que le feeling, matche très bien et que la confiance s'installe, ça c'est hyper important, et c'est vrai que ça a un côté un peu décourageant quand ça marche pas du premier coup, de faire l'effort, de rechercher, de continuer. C'est ça. Et puis moi, il y avait un truc supplémentaire. Je suis une personne très entière. J'ai du mal à, si tu veux, moi, c'est un peu tout noir ou tout blanc. J'essaye de nuancer maintenant avec l'âge, etc. Mais tu vois, les événements de 2020 m'ont tellement profondément changé aussi que je voulais un psy qui me comprenne de ce point de vue-là. C'était trop important pour moi. Tu vois, j'ai tellement, ça m'a tellement traumatisée que du coup, moi, les psys, voir des psys qui, enfin, je trouvais pas la personne qui me comprenne vraiment. Tu vois, j'étais encore dans cet univers où vraiment j'étais mal accompagnée, voilà. Ouais. Donc du coup, tu as quitté donc le salariat pour ta santé mentale, et dans une de tes newsletters de début d'année, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai contactée pour ce podcast, tu parlais, également de la difficulté d'être entrepreneur. C'est quoi ton expérience par rapport à ça et les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, en étant à ton compte par rapport à ta santé physique et ou mentale?
Alors déjà, le fait quand j'avais commencé donc ma première entreprise Cachassa, ce que j'appréciais donc c'était justement de plus avoir de patron ni de collègues. Donc quand, je me suis rendu compte que Cachassa c'était pas ce que je voulais faire, je me suis reposée. Entre-temps, j'ai quand même une grande chaîne de télé qui m'avait contactée pour que je chronique chez eux. Donc du coup, pareil, l'univers me retentait et me refaisait une proposition en télé pour savoir si j'allais résister ou pas. C'est drôle quand même, hein. Et ça, c'était il y a pas longtemps, hein, c'était en 2022, je crois. Et je me suis, tu vois, et à cette époque, je me disais, non, mais attends, tu peux pas refuser. C'est irrefusable ce qu'on te propose. Ça fait, et donc, du coup, j'ai accepté. Donc, il y a eu quand même cette parenthèse entre temps où j'ai repris un petit peu le milieu de la télé, alors que je savais que c'était un milieu pourri, tu vois. Mais bon, globalement, c'était une expérience, ça allait. Globalement, c'était pas horrible. Mais ça m'a confirmé qu'en fait, en tout cas, dans cette vie-là, il faut pas que j'aille en télé parce que ça correspond pas du tout à mon caractère. Je peux pas. Je sais pas faire. Et donc, du coup, Tu sais après faire, la mais télé, ça va pas. je sais faire, mais ça va pas. Oui, voilà. Ouais. Et donc, après cette expérience-là, qui a été, qui est arrivé en même temps que mon passage finalement, à la campagne, où j'ai commencé à développer mes légumes et à m'intéresser, du coup à la fermentation. Et c'est là où j'ai fait le lien, où je me suis dit: «Bah tiens, avec toutes les connaissances que j'ai pu acquérir autour de la fermentation, cette passion du vivant que j'avais depuis le tout début, pourquoi ne pas la monnayer en fait et devenir, entrepreneur en fait, d'être mon propre patron autour de cette passion et de ces compétences-là». Enfin ce serait miraculeux en fait. Ça me passionne, ça me rend heureuse, je suis chez moi. Et je mets à profit mon expérience pour d'autres personnes qui sont comme moi, et notamment beaucoup de Mmh. femmes qui ont vécu aussi des expériences professionnelles où elles s'y retrouvaient pas, qui ont eu des éveils, parce que moi je pense que j'ai eu un éveil en fait, un éveil de conscience sur, ce qui était vraiment important. Donc quoi? Est-ce que je peux réunir ces personnes-là et peut-être leur apprendre ma compétence? Tu vois? Donc c'est pour ça que du coup j'ai persisté dans le fait de vouloir, être, entrepreneur, si tu veux, d'être mon propre patron. Et j'ai perdu ta question. C'était quoi du coup? Du coup, c'est quoi en quoi ça être entrepreneur impacte, aujourd'hui ou peut déséquilibrer Ah oui. à certains moments ta santé mentale et physique? Et où? Du coup, en fait, c'est un peu le problème de l'entrepreneur, c'est que c'est la solitude, on va dire, d'une part. C'est-à-dire que moi, je suis très solitaire. Je suis une introvertie de base, donc ça, je l'ai appris plus tard aussi. Parce qu'avant, je m'expliquais pas pourquoi j'arrivais pas, tu vois? Pareil, quand tu es en entreprise, il faut vachement faire, du lien. Tu vois? Faut aller à leurs Mmh. soirées, il faut faire genre, tu super pote avec. Il y avait plus et de plus en télé, c'est le pire. Tu vois? Ah C'est purée. c'est 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 vraiment il faut vraiment comment on appelle ce terme-là où tu dois, Ouais, je l'ai pas, mais je vois ce que tu veux dire, où en gros, même en dehors des heures de travail, tu es un peu obligé de sociabiliser et exactement, parce que sinon sinon on dit que tu mal vu, t'es quoi. mal vu et puis c'est ça aussi qui a couru à ma perte, hein. Si j'avais été amie avec les bonnes personnes, enfin voilà. Mais comme j'arrivais pas à rentrer dans des groupes, en fait, j'ai jamais réussi. Ça a fait partie aussi du problème et en télé, si, tu fais pas ça, c'est compliqué. Et donc j'ai encore perdu le fil le fil du ah oui, les problématiques justement d'être entrepreneur, du coup, t'es pas obligé de Ouais. faire ça. Tu pas obligé de faire ça, mais du coup, le fait d'être introverti, donc c'est très confortable parce que du coup, tu es chez toi. Enfin, moi, en l'occurrence, je joue beaucoup sur l'esprit, je suis dans mon cottage et tout. Vraiment, c'est très cocooning. C'est tout ce dont j'ai rêvé, Ouais. mais en même temps, ça m'isole encore plus. Mmh. Et donc, je pense que ce que la vie m'invite à faire et à être, c'est pas de m'isoler et d'être seule au monde, Mmh. tu Non, ce vois? serait pas très sympa. Je pense pas, parce que moi au début je croyais, je me disais: «OK, on m'a expliqué que faire ce genre de métier-là, même si j'aimais ça, c'était pas pour moi. Les relations sociales, c'est compliqué parce qu'en plus tu as eu une enfance où tu as eu on t'a pas appris à gérer le lien social, donc tu le gères mal, donc isole-toi». Mais en fait ça rend pas heureux. Ça ne rend Mmh. pas heureux de s'isoler et je pense que je suis pas ma mission, c'est pas non plus d'être seule, tu vois? Donc une des problématiques aujourd'hui, c'est, effectivement d'essayer de trouver l'équilibre. Et ça a toujours été mon grand problème, c'est d'essayer de trouver l'équilibre et pas de m'enfoncer dans un truc, extrême. Voilà, Mmh. et donc une des problématiques, c'est ça, c'est d'essayer de préserver ce cocon-là qui me fait beaucoup de bien et en même temps, il faut que je me force aujourd'hui, c'est vraiment là où j'en suis de mes réflexions, tu vois, en 2025, d'essayer de partir à la rencontre des autres, et de pas considérer que l'autre est mauvais, Mmh. malgré mes expériences passées et de me dire: voilà, il y a des gens comme toi, il y a des gens qui voilà, partir à la rencontre de l'autre, ouais, beaucoup.
Ouais, ce que j'ai trouvé comme solution, parce que du coup, je me reconnais un peu dans ce truc où, je suis pas la personne la plus à l'aise en groupe, qui s'intègre le mieux et cetera, tu vois? Et je bosse de chez moi, je fais mes consultations chez moi, je suis naturopathe donc je bosse solo aussi. Donc il peut effectivement avoir cet isolement, qui fait quand même qui est très, qui sur le coup fait vraiment du bien quand Ouais. on quitte l'entreprise, de se retrouver tranquille, tout seul, de pas avoir des gens de longue toute la journée, ça ressource. Mais ouais, un moment qui devient, plus un boulet qu'autre chose. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller vraiment dans des réseaux d'entrepreneurs, autour de chez moi. C'est intéressant parce que tu as des groupes, mais tu as des groupes de personnes solo. Enfin, même s'ils ont des équipes et cetera, l'entrepreneur, il est toujours seul à la tête du truc. C'est sur lui que la plupart des choses reposent. Et le fait de se retrouver tous ensemble, d'échanger avec des personnes dans des milieux complètement différents, dans des secteurs complètement différents et cetera, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, une des plus belles choses, c'est, les rencontres et le réseau que tu te crées. Pour moi, c'est vraiment une des choses et les plus importantes et les plus bénéficiaires, quoi. C'est vraiment, trop chouette, quoi. Donc si jamais je sais pas si tu as déjà regardé si tu avais des réseaux un peu d'entrepreneurs, des choses comme ça autour de chez toi? Non, mais c'est un super conseil que tu me donnes, et non, j'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde. Mais, en effet, je trouve que c'est une super idée. Mais, après, je te dépeins un tableau un peu comme d'habitude, je suis un peu tranchée. Après moi, j'ai découvert via les réseaux quand même, des nanas, Mmh. je pense notamment à Valérie, qui, du compte Instagram Vilain Levain, qui elle, fait du pain au levain et il se trouve qu'elle habite, on s'est rendu compte parce qu'en fait on a sorti un livre chacune en même temps et on voulait s'échanger nos adresses, si tu veux, pour s'envoyer le livre. Je la Ouais. connaissais très peu et on s'est rendu compte qu'on habitait littéralement à un quart d'heure, Ah, trop drôle. de l'autre. Et pour le coup, elle fait de la fermentation, enfin, elle est très sympa et finalement, c'est ce réseau d'entrepreneurs dont tu me parles. C'est-à-dire des Mmh. réseaux de nanas ou de mecs, mais en l'occurrence de nanas, Ouais. où on fait la même chose, on parle de la même chose, on a les mêmes problématiques de l'entrepreneuriat, Ouais. et donc c'est hyper intéressant. Après, pour reprendre son exemple à elle, elle est exactement comme moi. C'est-à-dire qu'elle, c'est une maman. Alors, et on a des charges, si tu veux, voilà, il faut on a beaucoup je dis pas que c'est pas ton cas, mais on a des choses à gérer aussi qui font qu'on est un peu retenus. C'est une excuse que je te sors, mais j'en ai conscience en te le disant. Mais c'est vrai qu'on est on est un peu retenus à la maison, sur beaucoup de tâches et c'est vrai que Mmh. du coup, moi et puis c'est un cercle vicieux, moins je sors et puis plus j'ai la flemme. Donc Ouais. même avec Valérie, souvent on se dit: «Ah, faut qu'on se voit, machin», puis finalement ça se fait pas tant que ça parce que, et pourtant on habite, je te dis littéralement, Un l'une de quart d'heure. l'autre. Voilà, donc tout est affaire d'équilibre, le trouver, se forcer. À un moment donné, il faut passer par le «je me force» à être dans le mouvement et je vais te donner un exemple parce que, pour moi, ça a été incroyable. C'est-à-dire que quand j'étais dans cette période trouble où je savais pas, ce que je pouvais faire dans ma vie pour gagner de l'argent, mais de manière, authentique, avant d'avoir trouvé la fermentation, tu vois? Donc j'étais chez moi tout le temps et je faisais rien et je me suis dit: «Je sais pas pourquoi, il faut que je sois dans le mouvement. C'est ça qui va m'aider» et donc du coup, j'avais des potes, tu vois, qui ont un bar, pas loin de chez moi, enfin un bar-resto, dans lequel je me sens bien et ils cherchaient une serveuse et donc du coup, je sais plus les circonstances, mais peut-être que s'ils m'écoutent, ce sera pas tout à fait ça, mais en tout cas, bah, voilà, il y avait ce job-là. Je leur ai dit: «Je veux travailler pour vous, pas pour l'argent si tu veux, mais juste pour être en mouvement. Ça m'aidera à y voir clair». Mmh. Mais je l'ai pas conscientisé ça à l'époque, hein. Je me suis juste dit: «Bah, arrête d'être chez toi et de voilà, de vivre une sous-vie et mets-toi en mouvement et vois ce que ça donne» et j'avais en tête l'idée de créer, ma société autour de la fermentation, mais je savais pas encore comment. OK, Mmh. je deviens serveuse là-bas. Alors évidemment, avec tous les problèmes que ça engendre, la fatigue, le contact avec les gens qui est pas forcément hyper gratifiant des fois, Ouais. Bien croire. mais au moins tu te lèves le matin, t'as des super collègues parce que c'est tes potes, ça se passe super bien et tu en mouvement et je te jure que ça alors, faut savoir que j'ai fait de la télé avant, j'ai joué dans des pubs et tout. On me on il est peu c'est arrivé qu'en tant que serveuse là-bas, on m'ait reconnue, donc faut pas avoir d'ego, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? OK, elle est serveuse Andrea, mais tu vois, franchement, moi, j'ai aucun ego, donc ça me fait rire plus qu'autre chose, mais enfin, il y a pas plus tard qu'il y a 3 ans, je faisais des campagnes pub pour, Nintendo, tu vois? Où on me voyait, enfin, Mmh. j'ai tourné dans des campagnes de ouf et c'était OK pour moi de devenir serveuse parce que justement, tu vois, la vie, c'est ça, quoi. C'est ça, Mmh. la vie. C'est pas rester cantonné à un truc et s'accrocher à des trucs. «Et oui, mais avant, j'étais présentatrice télé, c'est horrible ce qui m'est arrivé». OK, ça dure 2-3 ans. Puis après, voilà, tu es dans le mouvement et donc j'ai été serveuse pendant quelques mois. J'ai adoré vraiment et ça m'a poussée à faire des trucs ça m'a poussée à développer mes idées en me disant: «Mais je sais pas comment ça se fait en fait, au niveau de l'énergie du mouvement, tu te lèves le matin, machin».
Ça m'a poussée à prendre, une nana, sur internet une coach pro, où on a travaillé sur, comment monnayer mes compétences, machin, qu'est-ce que j'aime dans la vie, ce que je ne veux pas et ce que je veux dans ma vie. Et parallèlement au fait d'être serveuse, j'ai lancé Pétium et ça a cartonné tout de suite. Et en Trop fait, c'est bien. pas anodin, Ouais. c'est pas anodin. La C'est vrai que la mise en action, c'est quelque chose qui est hyper important et où des fois on voit pas forcément la finalité et on se dit: «Ouais, à quoi ça sert? Ça va rien donner». Mais en fait, c'est vraiment le 1er pas qui permet, derrière, l'escalade, Ah ouais. du truc, quoi. Le shift quoi Ouais. et surtout le conseil que je pourrais donner, aux personnes qui sont peut-être à un moment de leur vie où elles sont coincées. Elles ont des envies, mais elles sont coincées, elles sont un petit peu, elles arrivent pas à être dans le bouge, bouge, sors Mmh. de chez toi. Et je sais que c'est un conseil que j'aurais aimé avoir et pratiquer bien plus tôt, tu vois? Pendant mon burn-out où j'avais vécu cette injustice, je suis restée chez moi pendant 5 ans, hein. Donc j'ai de leçons à donner à personne. Mais par contre, j'ai l'expérience moi derrière à partir du moment où tu bouges ton cul, les énergies elles changent totalement. Et c'est pareil, j'ai pris un chien dernièrement parce que je rêvais d'avoir un chien et je m'étais toujours dit ça fait des années que je me dis: «Oh il faut que je sorte de chez moi un peu plus, tu vois? Que je marche, que j'aille un peu plus en forêt, peut-être que ça me ferait du bien et cetera», mais j'arrivais pas à le faire. À partir du moment où j'ai pris un chien, je suis sortie tous les jours de chez moi et Mmh. pareil, ça te fait rentrer dans une dynamique et c'est pas faux quand les gens disent: «Il faut bouger pour que ça bouge», bah, c'est littéralement en fait, il faut Mmh. bouger. Donc vraiment le conseil que je donnerais, qui est un conseil qu'on entend beaucoup, mais pour le coup ça marche, c'est vraiment de se mettre en mouvement et aussi, faire taire son ego s'il y en a un. Si des fois, tu as le job de tes rêves, bah, des fois, il faut peut-être passer par un job, peut-être juste, qui te nourrit, un job alimentaire, mais au moins, tu te lèveras le matin, tu feras peut-être des rencontres super. Parce que j'ai aussi rencontré des gens avec lesquels j'ai pu discuter, ça a pu faire avancer mes idées sur comment je voyais mon business et tout, enfin voilà quoi. C'est toujours pareil. Plus tu es en mouvement, plus tu rencontres des gens et c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, moi, j'ai un problème, c'est que du coup, je suis rentrée dans ce luxe de plus avoir besoin de trop bouger parce que ma boîte fonctionne, mais du coup, bah, ça me remet un peu dans Mmh. ce, truc où il y a moins d'énergie qui circule et donc du coup, tout est moins bien. Donc moi-même, je sais qu'il va falloir peut-être que je me renouvelle sur certains aspects. Mmh. Pour continuer à être en mouvement et au final, le mouvement, c'est ce qui te rend vivant aussi donc c'est vrai que C'est ça ça. c'est important quoi de pas trop se rester sur, ce qui marche et s'endormir sur ses acquis, quoi. Bah, en fait, moi, je suis persuadée que la vie, à chaque fois, elle t'envoie ce défi-là. En fait, moi, je pense, tu vois, aujourd'hui, que en fait, l'univers, la vie, enfin, ce que tu veux, tout a un but, tout a un dessein. Et le dessein, c'est pas que tu Facilité, restes chez toi. mmh. C'est c'est pas tant de pas de facilité. Je pense que Oui, il y a des coups de pouce quand même, mais c'est pas d'être sur son canapé à la lézarder toute la vie, quoi. non, je pense que on te propose d'aller expérimenter, on te propose de te nourrir de plein de choses. Moi, j'essaye, voilà, j'essaye. Je te dis pas que j'y arrive, mais je sens qu'en fait, parce que tu vois, j'ai des moments aussi dans mon entreprise de gros doutes, hein. Des fois, ça marche moins bien, des fois, voilà et en fait, c'est des creux et je me dis: «Là, on te propose d'aller explorer une manière différente d'aborder le truc». Mais je le sais ça et des fois, j'ai la flemme, tu vois? Je me dis: «Oh putain, on peut pas me laisser tranquille, 1 Bah, an?» c'est tu vois? c'est c'est pas confortable aussi, hein, donc c'est vrai qu'il y a toujours des freins qui viennent un petit peu se mêler à tout ça, quoi, ouais. Bah, ouais, tu as l'impression qu'en fait et c'est ça que je trouve un peu difficile, hein, c'est qu'en fait, on est tout le temps challengé en vrai, dans cette vie. Moi, ça m'épuise un peu d'être tout le temps challengée. Tu vois, pendant 1 an, mon entreprise, elle a surcartonné de malade. Ouais. Et donc du coup, je me suis un peu, voilà, je me suis reposée un petit peu, tu vois, sur mes lauriers. Là, je suis un peu dans un moment où je sens qu'il va falloir que je change certaines choses, que je fasse évoluer certaines choses. Donc en fait, la vie t'invite à te challenger tout le temps. Et moi, ma question, Carole, c'est à quel moment on se repose, en fait? En vrai, Tu je vois? pense que des fois tu peux demander, un petit temps de pause en mode, «Eh oh là-haut, s'il vous plaît, un peu de repos, ça ferait pas de mal, quoi». C'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est la vie, c'est comme ça, de toute façon la vie c'est le mouvement, hein. Ouais, c'est Tu ça. vois, je le vois en fermentation, que ça fermente, c'est les micro-organismes qui se bougent le cul, hein. Après, je pense qu'on peut mettre un peu de nuance dans le mouvement, dans le sens où on n'est pas obligé de courir un marathon tous les jours, tu vois? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc moi, c'est exactement ce que j'essaie de faire, tu vois? À mon échelle en 2025, c'est de mettre en place des actions qui sont dans le mouvement, mais pas effectivement, pas tout rebouger de fond en comble. Chose que Mmh. j'aurais tendance à faire puisque j'ai une personnalité comme ça. Si ça va pas, bah, c'est que tout va pas. Donc il faut tout
tout mettre à Tout plat et changer. tout refaire. Tout changer. Moi, je suis comme ça. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi qui a mené souvent à ma perte, entre guillemets. C'est-à-dire que quand ça va pas, au lieu d'essayer de travailler ça, de le négocier, de communiquer, bah, c'est bon, quoi, stop. Bon, Et ta perte est à ton succès aussi sûrement, hein? je sais pas, oui, 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 puisque du coup, j'ai pas de mal à foncer vers des trucs qui paraissent complètement what the fuck des fois, bah, ça marche. Oui, donc voilà. Moi, mon objectif, je pense aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver l'équilibre. Ouais, Voilà, s'il y a un mot, ouais. c'est l'équilibre. Et c'est un mot, qui moi me parle beaucoup aussi parce que, tu vois, dans le bien-être, bah, tu vois de partout, ouais, sur les réseaux et cetera et je trouve qu'il y a beaucoup de on retrouve souvent cette notion d'équilibre, mais cachée sous un fond de perfection, tu vois? Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans le sens, oui, il faut prôner l'équilibre, mais en même temps, on va te présenter, que, tes graines germées, tes trucs, hyper anti-inflammatoires, tous ces trucs-là et moi, vraiment, dans mon activité, j'ai vraiment à cœur de rappeler que l'équilibre, en fait, il y a du bon et il y a du moins bon, quoi et c'est ça qui fait que sur la durée, c'est ce qui marche, quoi. Donc Je suis bien d'accord avec toi. ouais, l'équilibre, ça me Il y parle a il y bien a une, aussi. il y a un épuisement mental à force de vouloir tout bien faire, Mmh, et je pense que le bonheur, c'est pas de manger 100 bien. Non, en c'est fait, chiant, faut bah, c'est chiant, quoi, mais on est bien d'accord. mais Il faut laisser un peu complètement. la place. Bah, ouais. Mais l'équilibre, tu vois? Ouais, L'équilibre. Moi, on m'a toujours reproché d'être extrême et c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre, mmh. l'équilibre. Ouais, bah, écoute, je suis à 100 d'accord avec toi sur ce coup-là. C'est ça. Mais c'est dur, hein? C'est dur. Bah, c'est source Il de faut aller culpabilité, hein, beaucoup, hein. exactement, c'est vrai, Ouais, la culpabilité. Ouais, c'est vrai, tu as raison. il y a Ouais, ouais, ça, ouais. enfin, pour moi, c'est ça qu'il y a principalement derrière, quoi, hein. Ouais, c'est vrai, quand tu parles de culpabilité, c'est et surtout beaucoup pour nous les femmes, il y a beaucoup de culpabilité sur tout ce Ouais, qu'on fait ouais, et on se fout pas la paix. non. Bon, c'est Tu pas vois même, faire. non, on sait pas faire. Tu vois, je prenais quand je te parle de se foutre la paix, on peut parler du poids, par exemple, parce que toi, tu es Mmh. naturo, donc je pense qu'on vient beaucoup te voir pour des questions d'équilibrage alimentaire. On se fout pas la paix. Moi, je me vois à une époque où je me plaignais de mon poids, mon machin et tout, et je revois les photos de cette époque où je me plaignais, mais j'étais juste une bombe atomique. Enfin, tu vois? En fait, on se fout jamais la paix, quoi qu'il arrive, ça va jamais et Ouais. enfin, bombe atomique, pardon, hein, c'est une expression, Ah hein, mais c'est attends, tu as c'est raison c'est de le juste, dire, hein. Attends. non, non, c'est Tu as le droit de c'est dire pas que que tu es une bombe atomique, Andrea. non, mais pour te dire que on vit pas l'instant présent, on est toujours là à se projeter en disant: «Mais je pourrais Ouais, tellement mieux», puis c'est ça l'équilibre aussi, c'est d'essayer de s'aimer un peu plus ouais, et de profiter, en fait. C'est très dur, hein, je dis pas, hein, c'est moi, la hyper dur. première, hein, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tu as toutes les injonctions, tu as toutes, tout ce dans quoi tu as baigné depuis toute petite, quoi. On a tous, l'image de la petite fille qui doit être fine, qui doit être discrète, qui doit rentrer dans le moule, qui doit être la parfaite, future épouse, future maman, travailler, ambitieuse mais pas trop et cetera et c'est très Mmh. compliqué de dégommer, ces clichés, même de soi à soi, sans parler, du soi et de Oui. la société. Alors c'est compliqué et tu as plusieurs niveaux de difficulté, hein, parce que, par exemple, quand tu me parlais des difficultés de l'entrepreneuriat, je te parlais de la solitude, mais c'est rien Mmh. par rapport aux amitiés aussi. Parce que Mmh. «Oui, mais faut se battre contre soi», mais faut aussi se battre contre les autres. Parce que quand d'un seul coup, tu décides de t'épanouir dans un truc où vraiment, vraiment tu sens que c'est pour toi. Donc tu casses des barrières, tu débroussailles pour tout le monde et les gens te voient ce que tu fais et te disent: «Waouh, putain, elle a osé faire ce truc-là, quoi». Je veux dire, laisse tomber, quoi, jamais je voilà. Tu débroussailles des trucs et tout et à un moment donné, tu as des gens aussi, ça les renvoie à ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire pour eux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire aussi? Ouais, Je sais pas si je me fais comprendre, mais si, mais si. mais tu en Si face de parce toi même des amis ouais, dis-moi? Oui, non, mais si, en gros, c'est que ça tu fais un peu effet miroir et que toi, tu passes à l'action, tu réussis, ça renvoie un peu au propre échec ou aux propres, choses que les personnes n'ont pas osé faire et ça peut créer, Des fois. certaines, Des fois, je dis pas que tout le monde ressent ça, pas du tout, mais j'ai bien eu sûr. 2-3 fois l'occasion de me rendre compte qu'en fait, même dans tes amitiés où les gens ont suivi vraiment ton, entre guillemets, «ascension», ils ont suivi vraiment le développement du truc, t'ont encouragé et au moment où vraiment ça cartonne, il y a un rétropédalage de leur part et du jugement. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu du jugement et de personnes auxquelles je m'attendais pas du tout, tu vois? Vraiment et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu des psys, machin pour comprendre cette blessure d'injustice qui m'était une nouvelle fois proposée, hein. Bah oui, c'est injuste, tu réussis mais tu fais chier personne, tu as embêté personne dans cette réussite-là. Tu as juste, suivi en fait Puis tu le ton dois à désir, en toi-même. fait. Tu le dois à toi-même et tout ça, mais donc en fait, certaines personnes sont dans le reproche et le jugement et tu travailles là-dessus et en fait, quand tu travailles là-dessus, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas moi qui juge, c'est eux-mêmes. Ils se jugent eux-mêmes de pas
l'avoir fait pour eux. Donc moi, on peut remettre en question mon authenticité, on peut remettre en question le fait: «Ah oui, mais tu es sur les réseaux sociaux, tu arnaques les gens» ou toutes les arguments possibles, tu Ouais, vois? tous «Oh, les tu pas clichés, authentique, tu nous fais croire que tu as une vie de rêve alors que moi je te connais, tu pas une vie de rêve». Les gars, j'ai jamais dit que j'avais une vie de rêve. Moi, je te présente de manière authentique qui je suis. Je te présente, enfin, tu vois? Enfin, j'ai même pas argumenté, mais j'ai compris. J'ai ouais. compris qu'on était tous humains et qu'on était le miroir des autres. Et qu'à un moment donné, les gens qui te jugent, c'est les gens qui se jugent eux-mêmes de pas être passés à l'action. Et le temps viendra où ils passeront à l'action, ou peut-être ils regarderont dans le rétro et ils se rendront compte de leur erreur. Ou pas. Mais en tout cas, il faut essayer d'avancer aussi malgré les gens. Et moi, ça a été un peu mon histoire personnelle aussi. J'ai toujours, enfin, malgré moi, tu vois, j'ai toujours envoyé ce truc-là de, bah, tu vois, moi, quand j'ai décidé d'être journaliste, ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai passé mon diplôme, j'ai été major de ma promo et j'ai tout de suite été embauchée en télé. Enfin, à qui ça arrive ça? Je dis pas que je suis un génie, je dis C'est pas juste, je te courant. pose la question, Mmh. c'est pas courant, d'accord? Et je pense qu'en fait, j'ai ce truc-là, mais d'autres ont d'autres Atout? dons, d'autres atouts, machin. Moi, mon truc, c'était d'être dans la lumière. Je me l'explique pas, mais c'est pas être dans la lumière genre, tu génial, c'est juste être devant les caméras, c'est mon truc. Ça a marché tout de suite. Crois bien que j'ai fait le vide autour de moi. Et pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est qu'à un moment donné, tu renvoies aussi un truc où les gens, bah, ça c'est eux qui jugent. Ils se jugent eux-mêmes, de pas avoir été capables, de pas être passés à l'action, enfin, j'en sais rien, tu vois? Et Mmh. donc ça, c'est vrai qu'il y a cette solitude constante, en fait, face à je suis pas un cas isolé, je pense que tout le monde vit ça. Oui, bien sûr. On est d'accord? Ouais, ouais. La le seul enjeu, c'est de comprendre parce que moi, pendant longtemps, je me suis victimisée, tu vois? J'ai 40 ans, pendant 39 ans, je me suis victimisée en disant: «Mais pourquoi personne ne m'aime? Mais pourquoi ça se passe toujours mal? Pourquoi on me juge?» Mais en fait, déjà parce que moi-même, je me juge, donc à un moment donné, juge-toi moins et les autres te jugeront moins déjà et Mmh. aussi comprends aussi que les autres aussi, tu es un miroir pour les autres, sur certains aspects. Et voilà, une fois que tu as compris ça, ça débloque vachement, enfin, ça débloque pas mal de trucs. Je sais pas ce que tu en penses? Si, si, je suis d'accord et c'est, est-ce que tu as observé certains, points communs entre ces personnes ou certains, traits de caractère, certaines choses qui aujourd'hui, si tu rencontres une nouvelle personne, ça t'alerterait sur cette possibilité que ça se finisse comme ça? Je suis nulle en ça. J'ai l'impression de pas avoir d'instinct, je découvre à peine ce que c'est que l'instinct et d'essayer de se fier à ça. Donc vraiment, je t'assure, l'éveil est arrivé très tard dans ma vie. Donc est-ce que comment repérer des les personnes qui pourraient être en gros, ce que tu me demandes, c'est qui Ouais. pourraient être, Ou est-ce que toi, tu as repéré des traits communs ou des petits red flags, des petites choses qui demain tu rencontres quelqu'un, s'il y a un comportement particulier, tu vas dire: «Ah, peut-être que cette personne avec moi ça matchera pas» ou c'est une très bonne question et je me la pose encore aujourd'hui, mais comme je rencontre rarement des nouvelles personnes ces derniers temps, j'ai pas l'occasion d'exercer mon antenne à red flag et c'est pour ça qu'il faut que je bouge plus pour justement être plus confrontée à la réalité. C'est vrai que je me suis fait mon petit cocon. Heu, c'est une bonne question, c'est enfin, j'ai dit non, moi je fais confiance à tout le monde aussi. C'est ça aussi mon problème, c'est que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, donc je raconte ma life et en fait, c'est juste des des billes que je donne aux gens pour me tirer dessus après, souvent. mmh, Mais alors là, c'est un discours pas cool que je dis. Non, vraiment, j'essaie de m'améliorer là-dessus et de pas voir le noir. Mais c'est vrai que j'ai vécu pendant longtemps, comme ça. Mais je travaille là-dessus. il y a un autre sujet, dont on avait parlé quand on s'était appelé que je trouve hyper intéressant à aborder, je te remercie, d'avance, de l'avoir proposé. C'était, la relation, qu'on pouvait des fois avoir à l'alcool et tu étais OK pour nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à ça. Il me semble j'ai écouté, donc le dernier podcast, dans lequel tu es intervenue où tu disais que ça faisait 2 ans, je crois, que tu bois plus du tout d'alcool. Ouais, là, je suis toujours dans les extrêmes, hein, toi-même, tu sais. La meuf, elle arrête du jour au lendemain. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à ça? Écoute, mon père est un ancien alcoolique, donc je pense que, tu vois, bon, je vais pas revenir sur l'épi le ce qu'on a dans les gènes, ce qu'on n'a pas, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, bon, sachant que lui, c'est un ancien alcoolique, bon, voilà, je pose ça là. Moi, j'ai toujours utilisé l'alcool et je me souviens qu'en fait, quand je me fais la réflexion que l'alcool est arrivé dans ma vie comme un anxiolytique, mais vraiment, hein. Moi, Mmh. j'ai jamais pris de médicaments, on a toujours essayé de m'en refourguer, des antidépresseurs, des anxiolytiques et voilà, c'est pour ça que je voulais pas voir les psys parce que toujours ils voulaient me refourguer des médocs. Ouais. J'avais oublié de dire ça, donc ça fait partie des raisons. Moi, c'est pas du tout mon délire.
Par contre, l'alcool, c'est mon gros délire. C'est-à-dire que je me souviens depuis la fac, en fait, quand j'étais à la fac de bio. Mais tout ça se regroupe, en fait. Je m'alcoolisais, mais toute seule, tu vois. Genre comme un antidépresseur. Mais pourquoi? Avec le recul. Mais parce qu'en fait, j'étais pas du tout là où je devais être. Mmh. Parce que les études que j'étais en train de faire, là, de sciences, de la science pure et dure, hein. Ouais. Être sur des paillasses avec des... Ok, c'est du vivant, mais c'était pas moi. J'y arrivais pas. Je me sentais pas alignée. Et donc, en fait, l'alcool me servait totalement d'antidépresseur, enfin, ou anxiolytique, je sais pas, voilà, enfin, tu vois, t'as compris. Ouais. De soutien, Ça m'a soutien mental, quoi. soutien mental, ça m'a poursuivi ensuite dans ma vie de femme, où justement, comme je t'ai dit, j'ai compris après. Je me suis persuadée que j'étais une extravertie, donc j'ai fait de la télé, machin, alors qu'en fait, je suis une grosse introvertie et que le contact avec les autres, j'apprécie énormément. Je suis très curieuse des autres, voilà, mais il m'épuise. Donc, comme je me suis fait croire que j'étais une extravertie, bah, fallait que je compense, moi, avec l'alcool derrière, ou en tout cas avec quelque chose qui apaisait mon mental, mon esprit. Mmh. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est que du coup, bah, j'avais besoin d'un truc pour me relâcher parce que cette énergie masculine dans laquelle j'étais, de par mon métier en télé, machin, elle me demandait une telle énergie que la seule manière de me poser 2 secondes et de mettre et de couper le son, c'était l'alcool. Pareil avec, les amitiés, mais jusqu'à très récemment où en fait j'acceptais, je posais pas de limites, j'acceptais l'inacceptable en fait. Et donc en fait, pour accepter ça et pour pas se rebeller, qu'est-ce que tu fais? Tu bois, tu t'anesthésies. Tu bois, tu t'anesthésies. Et ben voilà, je cherchais le terme. Tu t'anesthésies? Mmh. En fait, je me rends compte que mais c'est pour ça que je suis un peu triste en fait que cet éveil il est arrivé si tard dans ma vie parce que si j'avais compris et je trouve que les jeunes aujourd'hui ils comprennent beaucoup, ils ont compris plus vite le sens de la vie. Si j'avais compris à quel point je me trompais dans ma vie, dans tout mon métier qui a tellement été ravageur pour moi, pour ma santé mentale, hein. Ces amitiés-là complètement toxiques, que je subissais, mais que du coup, pour m'anesthésier, je buvais de tout ça. Je me rappelle, je rentrais du boulot, je buvais. Quand je devais voir ces gens-là, bah, en fait, c'était que des soirées beuveries. C'était pour couper le son, quoi. Et ça, je l'ai compris que récemment, hein. C'est en arrivant en fait, quand je suis arrivée à la campagne là, et que du coup, je me suis rapprochée de certaines personnes qui habitaient déjà là. Et je voyais leur dynamique et cetera, qui boivent beaucoup, enfin, c'est vraiment des très gros buveurs, des enfin, donc j'étais dans ce truc-là, tu vois? Et à un moment et donc c'est tout récent, hein. Comme je te dis, il y a 2 ans que j'ai arrêté de boire et je me suis dit: «Mais en fait, c'est pour ça que je bois. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, c'est pour m'anesthésier de tout ce bullshit, en fait». Mmh. C'est vraiment, ça qui a été le déclic, pour tout arrêter? J'ai demandé à l'univers parce que j'étais déjà un peu, tu vois, je commençais Connecté? déjà à me connecter. J'ai demandé à l'univers il y a 2 ans, ça va te paraître fou, hein. Enfin, j'ai demandé à l'univers. Non, je me suis baladée dans mon jardin et j'ai dit: «Bon, aide-moi, hein, c'est tout». C'est déjà pas mal. J'ai demandé de m'aider parce que l'alcool, c'est vraiment un truc, j'adore ça, quoi. J'adorais Mmh. ça, vraiment. Mon truc, c'était vraiment le champagne, les bulles, bah, tu vois, je fais pétilloum, Ouais, hop, c'est vrai. tout se recoupe. J'adore les bulles et cetera. Vraiment, c'était mon grand truc. Voilà. J'ai demandé de m'aider, qu'on m'aide sur cet arrêt parce que je pressentais que ça allait changer ma vie d'arrêter. J'étais pas une buveuse, genre je me levais pas le matin avec ma vodka, hein. C'était juste que le soir, il fallait que je me détende Ouais, avec mes quelques verres, faut être clair. ouais, il y Donc avait une après moi relation quand qui j'en était pas saine quand même, quoi. bah, une relation d'anxiolytique, c'est tout, voilà. Mmh. Et après quand j'en parle avec le recul, avec les gens qui me connaissent, mes amis, jamais aucun n'a considéré que j'étais alcoolique. Il y a que moi, hein, pour me dire que j'étais alcoolique. Mais bon, chacun Son seuil. Mmh. son seuil, chacun moi je pense que c'était de l'alcoolisme pur et sec. Tant pis pour, enfin voilà mais je suis extrême donc voilà encore une fois et donc Après, juste faire une petite parenthèse, je trouve qu'il y a quand même, beaucoup de enfin, l'alcoolisme en France, quand même, c'est un vrai sujet, mmh. que ce soit en ville ou même à la campagne, partout. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, qui refusent de même envisager de se poser cette étiquette alors que clairement ils sont concernés et donc je suis pas sûre, tu vois, que quand tu me dis: «Ouais, c'est peut-être moi qui suis extrême», là, pour ce coup-là, je suis même pas sûre que ce soit ça. À mon avis, c'est les autres qui mettent les œillères et qui veulent pas aller regarder en face leur propre consommation, quoi. Ah mais ça, Carole, j'en ai toujours été persuadée. Après, Mmh. c'est plus mon problème. Comme tu dis, j'en suis à un point où je vais pas essayer de sauver l'humanité. Mmh. Tu es persuadée que tu es bien dans ta vie avec ton litron tous les soirs et bah, écoute, reste là-dedans. Moi, c'est plus mon problème. Mmh. Mais sans animosité, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Mais n'essaie pas de me convaincre que moi, je l'étais pas.
Voilà, je prends mes responsabilités aujourd'hui et j'ai aucun problème d'ego, encore une fois. Je peux être serveuse, je peux me qualifier d'ex-alcoolique, j'ai aucun problème d'étiquette. Mmh. Ça, c'est important et je trouve que les gens, ils manquent un peu, ils baignent dans leur piscine de déni, je trouve, Mmh. sur plein d'aspects. On est beaucoup dans le déni. Moi, ça, c'est pas un défaut que j'ai. Je pense que sur beaucoup d'aspects, j'arrive à être très lucide sur les problématiques. En l'occurrence, j'étais lucide sur l'alcool et donc j'ai demandé à l'univers de m'aider et en fait, du jour au lendemain, Carole, je te jure, du jour au lendemain, j'arrivais plus à boire une goutte d'alcool. Ah putain, c'est dingue. Et vraiment, je me rappelle d'un voyage en Corse là, donc il y a 2-3 étés de ça chez ma belle-mère, et du coup on boit son petit verre, tu vois, normal, vraiment, et je pouvais plus. C'était même pas que j'en avais plus envie, je ne pouvais plus. Ouais, ouais, donc oui, il y a vraiment c'est même pas, tu même pas conscientisé qu'aujourd'hui tu allais arrêter, quoi. Ça s'est fait, Alors, il y a 2 aspects. J'ai conscientisé et puis moi aussi quand je décide un truc, si tu veux, tout se met en branle dans mon cerveau, la chimie change, vraiment là-dessus, je suis une warrior. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, du jour au lendemain, j'ai arrêté, tu vois? Il y a pas eu vraiment de rechute ni rien. Donc il y a ces 2 choses-là. Je pense que j'ai été aidée de l'univers d'une manière ou d'une autre où je ne pouvais, enfin même je me suis forcée. On est en Corse, putain, c'est les vacances et tout, bois ton verre de vin, quoi. Et donc du coup, je buvais mon verre de vin, j'étais trop mal le lendemain, genre comme si je m'étais tapé la pire cuite de ma vie. ah purée, c'est incroyable. Un truc de ouf. Mais je sais que là, il s'est passé un truc, tu vois? Et j'en reparle avec une de mes potes, qui elle a arrêté l'alcool depuis longtemps, donc on est très proches et on échange beaucoup autour de ça. Elle me dit: «Mais évidemment que l'univers t'a aidé, évidemment». Mais j'en suis persuadée. Donc en fait, franchement, depuis ce séjour en Corse, j'ai plus bu, en fait. Ça Ouais. m'a plus manqué, c et c'est pour le mieux. Parce que conjointement à ça, je te rappelle que j'ai arrêté l'alcool et derrière, j'ai été embauchée dans un bar pour être Ah serveuse, ça c'est, à ça servir des c'est mojitos. Donc là, si tu veux, j'avais l'univers qui me mettait qui venait me demander si je confirmais bien, ce truc-là, mmh. et ça s'est super bien passé et au contraire, en fait, au contraire, c'était génial mais franchement, je te dis ça, mais comment j'ai fait, en fait, avec le recul? C'est-à-dire que je servais des mojitos à des gars tous les soirs et en fait, je me dis: «Mais c'était même pas un test de la part de l'univers, c'était juste une confirmation». Mmh. Que j'étais pas dans le regret de quoi que ce soit. Alors c'est vrai, des fois, je me dis: «Ah, ça me ferait plaisir de boire un petit verre là et tout», mais je veux dire, je suis pas du tout, ce qu'on dit souvent les anciens alcooliques, alors encore une fois, je pense pas être alcoolique, mais bon, on dit souvent les gens qui ont arrêté de boire, ils sont dans la contrition, dans le contrôle, mais non, mais pas du tout. Moi, c'est fluide, il y a aucun problème. Mais je me dis avec le recul: «Putain, tu as été t c'est waouh, tu as bossé dans un bar alors que tu venais d'arrêter de boire», et que je les vois les cocos, hein, Ouais qui me disaient: mais prends un petit verre, ça va pas te faire de mal, mais attends, mais tu étais même pas alcoolique, qu'est-ce que tu nous fais, machin». et J'étais et d'ailleurs socialement, comment ça s'est passé? Parce que, une fois de plus, ici, c'est quand même très, très bien vu de boire de l'alcool et moi qui en bois très peu, le nombre de remarques que je me suis pris: «Ah, tu ta tisane, tu la mamie, la machin». Est-ce que toi, ça il y a eu des difficultés par rapport à ça ou pas? mon interprétation, sous couvert de: «Ah, c'est formidable ce que tu fais Andrea, vraiment top, c'est une bonne décision», parce que aussi c'est très à la mode d'arrêter l'alcool. Tu le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois? Il y a vraiment cette tendance-là. Donc moi, mon interprétation, c'est que j'ai eu beaucoup de: «Ah, c'est super ce que tu fais», mais derrière on m'invitait plus. Ah, carrément. Putain, c'est fou, Ouais, mais ceci dit, je j'ai pas de regrets. Je suis pas dans la blessure de l'injustice sur cet aspect-là parce que en fait, c'est que pour le mieux. Parce qu'en fait, je buvais pour supporter les gens. Mmh. Je vais être cash, hein, et tant pis si on m'écoute et qu'il y a certaines personnes qui se sentent concernées, c'est tant pis. Je pense qu'en 2025, l'heure est à l'authenticité parce que j'en sais rien, je sens que pour avancer maintenant, il faut être Il doit être authentique. ça. Mmh. Donc si vous m'écoutez, tant pis. C'est pour le mieux. En fait, je buvais pour supporter des soirées, de conversations de merde avec des gens qui m'intéressent pas, et c'est pas du jugement, c'est juste qu'en fait, je me suis trompée de tribu. Mmh. Oui, ça collait pas à toi, ta personnalité, ce qui te faisait vibrer, ce qui te fait du bien dans une relation, quoi. Mais en fait, c'est de ma faute, hein. Encore une fois, je prends ma responsabilité. C'est pas de la faute de, Jean-Michel, hein. Si je suis pas bien avec lui et si c'est des vannes de merde, c'est parce que moi, à la base, j'ai toléré ça pour moi, à cause de l'alcool et aussi grâce à l'alcool qui me permettait de traverser ces années et Supporter à tout ça. supporter Jean-Michel. Voilà, donc aujourd'hui, je me réveille, j'arrête l'alcool, bah, effectivement, je peux plus, et encore une fois, je suis trop entière, donc du coup, je me coupe voilà, de la plupart de mon entourage. Ça crée C'est pas bien pour moi non plus.
Mais mon caractère fait que aussi, j'arrive pas à être dans la nuance. OK, Andrea, tu arrêté de boire, mais ça t'empêche pas de, tu vois, de. Non, j'arrive pas à ça. Faut que je travaille là-dessus, sur l'équilibre dont on parlait. Donc, les interactions sociales bullshit ne me manquent pas parce que c'était pas ma tribu et que je me suis laissée balloter de tribu en tribu sans me reconnaître vraiment. Aujourd'hui, ma vraie problématique en 2005, c'est de trouver ma tribu. Mmh. Voilà. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon tableau de visualisation. C'est, alors j'ai des amitiés extrêmement fortes depuis, des dizaines d'années, avec des personnes, mais, là, dans mon quotidien, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas ma tribu pour aller boire un petit verre de kéfir, tu vois? Ouais, Ouais. c'est ça. Donc malheureusement, j'ai envie de te dire l'éveil spirituel ou ce que tu veux, je sais pas trop de quoi on parle, en fait, mais ce truc-là où vraiment tu sors un peu de la matrice, comme on dit, Mmh. et bah, ça malheureusement, enfin, en tout cas dans mon cas, ça m'isole énormément. Ouais. Et oui, parce que les gens qui te correspondaient avant te correspondent plus forcément et du coup, il y a un peu ce truc de, faut faire de la place pour accueillir le nouveau, quoi. C'est ça. Mais du coup, tu passes par un inconfort, Ouais, et une solitude, une solitude, voilà. Alors après, il y a souvent on me dit: «Oui, mais tu», alors déjà mes amies, proches, elles me disent: «Mais t'es pas seule à, tu une», enfin voilà, j'ai ma sœur, qui est mon âme sœur, et j'ai mes amis, voilà, qui me comprennent et tout. Moi, là où je dis que je suis seule, c'est que dans mon quotidien, en fait, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que moi j'ai aussi besoin en tant qu'introvertie d'avoir un petit quotidien avec un petit groupe, une petite tribu mmh. avec laquelle je vais pouvoir aller faire du sport, avec laquelle je vais pouvoir faire du kéfir et boire du kéfir et machin. Et on me dit: «Mais oui, mais tu les as ces gens-là, mais sur les réseaux sociaux où on a les mêmes passions, on a le même, mais c'est pas pareil». Bon, alors Ouais. c'est le digital, ça n'a quand même rien à voir. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que l'univers, m'amène, cette année à travailler sur cette solitude-là. Essayer de me forcer à sortir de chez moi et aller rencontrer ces personnes-là, les trouver surtout, les trouver et être moins, regardante, enfin comment dire? En fait, je me rends compte que ces gens-là, ils existent, mais je les rejetais avant. Parce que quand j'habitais à Sèvres, je pense à 2 personnes, avec lesquelles je suis plus tellement en contact, mais parce que du coup l'éloignement géographique, mais en fait, elles étaient sous mes yeux, ces personnes-là. Mais du coup, j'étais encore dans l'ancien Andrea, et avec le recul, je me dis: «Mais l'Andrea d'aujourd'hui, mais elle adorerait être avec ces filles-là, Mmh. mais c'est plus possible, donc il faut que tu trouves ta tribu là, géographiquement, avec, des nouvelles personnes et être moins, voilà, être moins jugeante, accueillir, en fait». Mmh. Et c'est là où je te dis que je cherche mon instinct, c'est que moi j'ai pas d'instinct, donc en fait, tous les gens qui veulent, rentrer dans ma sphère, je les laisse rentrer, tu vois? Sans filtre, et on aboutit à ce qui s'est passé dernièrement. C'est-à-dire que du coup après ça se retourne contre moi, je suis jugée, je suis critiquée, je suis dans la blessure d'injustice perpétuelle et en fait, je suis la victime du complot. Mais non, il faut que j'apprenne à suivre mon instinct, il faut que j'apprenne à me faire confiance, il faut que je trouve une vraie tribu qui m'inspire plutôt que qui m'aspire. Mmh. Voilà quoi. Ouais. Je change, de sujet. Ton activité donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de la fermentation. Quand est-ce que tu as commencé à mettre en place, à consommer des aliments fermentés? Aliments ou boissons? Je pense, vers, 2020, tu vois? Ouais. Donc il y a cinq bonnes années, même un peu avant peut-être. En tout cas, j'ai toujours été curieuse de ça, et c'est vraiment quand, j'ai acquis mon potager, à la campagne, où vraiment je me suis mise à fermenter, où vraiment, j'avais cette envie, si tu veux, de conserver mes aliments autrement qu'en stérilisant, parce que en fait, je comprends même pas l'intérêt de la stérilisation. Encore une fois, je suis un peu entière, mais en vrai, la stérilisation, c'est quoi? Tu as tes tomates de ton potager, tu veux les conserver toute l'année, bah, tu les chauffes. Bah, les chauffer, c'est quoi? C'est tuer les vitamines, tuer tous les probiotiques, tous les enzymes, en fait. On est encore sur de la mort, en fait. C'est de Mmh. la petite mort, je trouve, la stérilisation. Même si c'est positif et que tout n'est pas mort quand tu stérilises, je suis désolée, mais Tu moi, perds c'est une pas un grande truc qui me partie. parle. Mmh. Hein? Je dis, tu perds une grande partie quand même, quoi. Ouais, ça me parle pas, cette petite mort-là, ce truc-là. Moi, en fait, c'est ça qui est paradoxal chez moi, c'est que j'ai une envie de vivre, une envie ouais, de vivant, de machin, mais j'ai pas encore trouvé, dans ma vie, dans mon quotidien, ce côté vivant que je recherche. Et donc voilà, bon bref, ça c'était une aparté, mais oui, la stérilisation pour moi c'est de la mort, donc non. Et donc du coup, voilà, je me suis vraiment intéressée à ce qui pouvait faire vivre le produit. Et la fermentation, c'est vraiment, si tu t'intéresses 2 secondes à la fermentation, tu comprends à quel point en fait c'est juste le vivant à l'œuvre. Mmh. Tu vois? C'est vraiment les petites bêtes là, les micro-organismes qui, quand tu enfermes ton légume dans un bocal, vont s'activer pour créer un produit encore plus vitaminé, encore plus plein de probiotiques. Enfin, c'est incroyable. Mmh. Là où la stérilisation va diminuer, la fermentation va augmenter, toute la richesse, du produit, quoi.
Bah, voilà et donc moi je veux pas opposer les 2 pratiques. Moi, ce que je propose, c'est de soyez au courant qu'il y a une autre manière de faire et pourquoi pas faire les 2 en fait. Tout est Mmh. dans la nuance encore une fois et dans Une fois de l'équilibre. plus. Mmh. Voilà, parce que la fermentation, c'est quand même des goûts spécifiques. Je sais pas si toi tu en consommes? Alors je fais pas d'aliments fermentés, j'ai jamais testé. Par contre, kombucha forever quoi. Moi vraiment ça c'est ma boisson favorite, que vraiment j'adore quoi. Ouais, bah, déjà, c'est un pas énorme parce que moi, j'ai déjà fait des ateliers où la personne goûte le kombucha, elle me dit: «Ah, ça a un goût de pourri». Donc déjà, tu as un palais sensibilisé à la Ouais, fermentation. Mais, je t'invite vraiment à goûter un légume lacto-fermenté, on va pas se mentir, c'est un goût faut réadapter son palais. Donc, ouais, on n'aime pas forcément d'emblée et c'est sûr que la pour le coup, la stérilisation pour ça, c'est chouette. Tu mets tes tomates en bocaux de stérilisation, c'est délicieux une fois que tu les rouvres. Tu gardes le goût, tu gardes la saveur, surtout si c'est tes tomates à toi. Enfin, c'est pour ça. Enfin, nuançons quoi. ouais. C'est très bien de faire ces petits bocaux stérilisés, mais voilà, si tu comprends l'intérêt pour ta santé de la fermentation, tu t'y mets, tu expérimentes et tu goûtes et si ça te paraît trop bizarre ou trop difficile, persiste, et essaye aussi de trouver des manières de cuisiner la fermentation pour apprécier. Oui, puis, il me semble qu'il y a beaucoup de manières différentes de fermenter, donc c'est peut-être aussi trouver la fermentation qui te correspond et qui fait sens pour toi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est vrai que quand on parle fermentation, on a tendance à se dire: «Bon, bah, je fais du chou fermenté», c'est la fameuse choucroute ou Ouais, je vais faire des carottes en pickles, enfin de la carotte lacto-fermentée, mais il y a pas que ça, en fait. Tu peux vraiment faire plein, plein de choses, élaborées, sans les cuire parce que c'est vrai que du coup, si tu cuis un aliment fermenté, bah, c'est tu comme peux la en perdre stérilisation. l'intérêt. Mmh. Tu perds l'intérêt, donc on est vraiment sur du cru, enfin de voilà. Il faut expérimenter, puis il faut se renseigner, puis, il y a des gens comme moi aussi qui te proposent aussi des contenus, qui te permettent de prendre de la hauteur et pas simplement te dire: «Bah, fermente ta carotte», mais te dit: «Fermente ta carotte et derrière voilà ce que tu peux en faire pour l'intégrer dans ton quotidien» et cetera. Donc, si vraiment ça intéresse, il y a quand même des ressources qui sont à dispo, quoi. Mmh. Et donc du coup, toi, tu en consommes tous les jours aujourd'hui pratiquement des aliments enfin des produits fermentés? Alors, tu sais quoi? Je dis toujours: «C'est le cordonnier le plus mal chaussé». C'est-à-dire que moi, au début, avant que ça soit mon métier, évidemment que j'en faisais le centre de ma cuisine, de ma vie, machin, kéfir, kombucha, fermentation, tout ce que tu veux. Et puis c'est vrai que il y a ce défaut-là aussi quand tu es entrepreneur, et tu ton propre patron. Le défaut, c'est que tu es vraiment, vraiment prise par le temps. On sait que la fermentation, c'est du long terme et cetera. Enfin, ça demande quand même de prendre le temps. Donc évidemment que je fermente. Est-ce que j'en consomme tous les jours? C'est non. OK. Voilà, faut être Et clair. et est-ce que depuis, que tu en as ajouté quand même régulièrement dans ton alimentation, tu te rends compte de certains bénéfices sur ta santé? Tu as vu des différences? Alors là, c'est la question qu'on me pose très souvent et qui est légitime. Faut savoir qu'à part mon asthme, que tu sais que j'ai Ouais, développé vers 30 ans parce que je bossais en ville, je t'avoue que j'ai toujours eu une santé de fer. ouais. Alors je peux pas te dire alors Mmh. évidemment à 40 ans, je me sens enfin la fermentation donc j'ai commencé il y a à peu près 5 ans pour schématiser. Évidemment à 40 ans, je me sens physiquement en super forme, enfin voilà, j'ai pas de maux, machin, mais en même temps, j'avais pas non plus des maux Non quand plus j'en avais avant. 30. Mmh. En plus de ça, j'ai arrêté l'alcool, Ça aide. Tu es allée à la donc campagne, ça aide je aussi. suis allée à la campagne, ouais, donc je vais pas te vendre je suis pas marchande de tapis, hein, je vais pas te dire: Ouais, «La fermentation a changé ma vie», en termes, de santé. Ça ne peut que lui faire du bien, j'en suis persuadée, mais vraiment. Après, j'ai pas d'indicateur. ouais, Franchement, cet éveil-là, complet, a fait que je me sens très bien physiquement, enfin, en tout cas bien. Et évidemment, même si j'en consomme pas tous les jours, enfin, je veux dire, la semaine, elle est jalonnée par de la fermentation quand même, hein, donc voilà. ouais. C'est vrai que c'est peut-être des fois sur tout ce qui est digestif où on peut voir des petites différences au niveau du transit, des ballonnements, des choses comme ça. Quand il y a de base quelques soucis, ça peut impacter, Ouais, mais à j'ai ce jamais eu de niveau-là. soucis! Non, mais enfin, je dis, pour info, ouais, je dis pas forcément Oui. pour toi et je trouve que ce qui est intéressant et que moi je vois aussi beaucoup dans ma pratique parce que dans la naturopathie, ce que je trouve super, c'est que tu prends vraiment la personne dans sa globalité et tu agis pas que sur un seul pôle. Tu vois, tu vas voir l'alimentation, le sommeil, le stress, la digestion et cetera et que c'est, vraiment la somme de tous les petits gestes que tu peux faire dans différentes sphères qui va faire que globalement tu te sens mieux et on retrouve, je trouve, un peu ça avec ton expérience de changer de vie, de sortir prendre l'air et cetera. C'est vraiment la somme de tous les petits gestes quotidiens qui ont pas besoin d'être révolutionnaires ou des trucs très complexes et qui prennent énormément de temps et c'est la somme de tout qui fait au final, qu'on trouve son équilibre et qu'on se sent bien, quoi.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, je ne pourrais pas mieux dire. Après, moi, j'ai pas atteint ce point d'équilibre encore. Tu vois? Je sens que vraiment, hein, pour être totalement authentique, hein, je me sens pas, totalement, bien. J'ai besoin d'un alignement qui est pas total. Je sens qu'il y a des choses à travailler. Comme je te dis, trouver ma tribu, faire encore un peu plus de sport peut-être. Voilà, je sens que la région dans laquelle je suis, elle m'apporte pas, ce que je Complètement ce que tu recherche. veux. Voilà, donc la campagne, c'est bien. Après, faut pas tomber dans le «je suis jamais heureuse, je suis jamais contente» parce que ça, c'est voilà, il faut aussi, voir ce qu'on a et y voir tous les trésors. Mmh. Mais je sens que, voilà, il y a des choses qu'il faut que j'améliore et je sais aussi que, le bien-être mental fait toute la différence au niveau santé. Tu vois, c'est pas parce que je vais manger tous les jours des aliments fermentés, que je vais prendre l'air tous les jours et que je suis pas dans une polluée, que ma santé va être bonne. Je Ouais, pense que ça joue aussi c'est beaucoup beaucoup dans sur, la tête. ah, beaucoup dans la tête. Donc je Mmh. pense que ça passe par l'alignement, le réalignement, et tendre vers ça, en fait. Mmh. Mais je pense qu'une fois que tu les as conscientisés, identifiés, maintenant le travail, il doit être fait. Ouais, mais tu vois, je pense que dans l'équilibre, là aussi, pour moi, il y a toujours du chemin. En vrai, tu arrives jamais à un truc où, tu es parfaitement aligné sur tout et cetera et pour moi, on atteint cette notion d'équilibre quand ce qu'on fait nous permet de continuer d'avancer, tu vois? Et que c'est pas un frein, mais que c'est un support et que ça a pas besoin d'être parfait et que bien sûr, on peut toujours faire plus de sport, mieux manger, faire plus tous ces trucs-là et se sentir mieux. Enfin, on est humain et malheureusement, enfin, je pense qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à vraiment se sentir parfaitement bien sur toutes les sphères de leur vie à un moment donné. Donc pour moi, la notion d'équilibre, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me supporte et m'aide à avancer plutôt que vraiment chercher ce goal absolu Ce de qui manque. perfection. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est aussi important de se dire que ton hygiène de vie et ton équilibre, il évolue en fait au fil de la vie, au fil de ce que tu rencontres et de ce qui se passe dans ton quotidien. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie donc ça s'adapte, ça bouge, ça se module et ça, il faut en avoir conscience aussi, quoi. Est-ce que ça me supporte? Aujourd'hui, moi, c'est ça la Oui, question mais que je vois importante à se poser. je trouve ça hyper intéressant et je l'avais jamais vu dans ces termes quand tu dis, est-ce que ce que je fais aujourd'hui supporte, le travail que je fais, enfin, tu vois, par exemple, ça me parle énormément ce que tu dis. Tu vois, être entrepreneur me permet de gagner de l'argent, ce qui supporte le terme anglophone du truc, en fait, ce qui supporte, ça me permet d'avoir les moyens de travailler sur moi, d'avoir, des thérapeutes pour m'améliorer, pour me sentir encore mieux. Ça fait que je peux facilement aller dans la forêt, promener mon chien et me sentir bien puisque je travaille de chez moi. Donc oui, ça supporte toutes ces activités qui me mènent à un réalignement. Donc ce truc-là que tu racontes, c'est vraiment, hyper intéressant. Je l'avais pas vu comme ça, mais en effet. Donc en fait, c'est ça aussi l'équilibre, c'est de trouver aussi une activité, professionnelle qui supporte tout ça, Mmh. qui est en mesure de t'aider à aller dans le sens que tu veux pour te sentir bien. Ouais. Merci beaucoup Andrea pour, une fois de plus pour toute cette conversation passionnante. Bah, j'ai tout donné, hein. Là, je crois que les gens qui écoutent, ils savent tout de moi, là, je pense. Là, pour le coup, on a été, dans l'authenticité, complète, et c'est super chouette. Merci beaucoup pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut, suivre tes activités, si on veut s'intéresser à la fermentation, peut-être même, parce que tu proposes du coup des formations sur ce sujet, pour les personnes qui veulent se lancer? Bah et là, j'officie beaucoup sur, Instagram, donc Pétium, underscore, tu vois? Le Pétium et le tiré du 6 après, ou Ouais. sur mon site internet pétium.fr. Mais c'est pour ça que j'ai accepté ton podcast, c'est que je trouve que finalement, on connaît pas suffisamment, la personne qui a derrière un compte ou une entreprise et moi, je donne pas 1 de qui je suis via les réseaux sociaux parce que je pense que c'est un peu toi, je pense qu'on est un peu pareil. Je pense qu'on est des personnes assez authentiques, tu vois? Et moi, en tout cas, mon entreprise, elle est fondée sur moi et Mmh. je pense qu'on voilà, c'est je donne pas autant que je pourrais donner et donc c'est pour ça qu'à travers ce podcast, le tien et d'autres, les gens peuvent me découvrir et savoir qui je suis vraiment, mes motivations réelles, pas réelles, mais en tout cas mes motivations Ouais. dans ma vie et pourquoi je fais tout ça. Donc oui, on peut me suivre sur Instagram, mais j'invite aussi les gens à écouter des podcasts aussi pour me découvrir, la newsletter où j'essaye de parler un peu plus de moi aussi, Mmh. sans trop en dire, mais voilà, on est un petit peu, c'est ce que je dis souvent, on est un petit peu dépendant des réseaux sociaux et franchement, ça commence vraiment à À à te me peser. tendre. Ça me pèse énormément,
Les gens peuvent penser: «Ah bah oui, mais elle a tellement d'abonnés, c'est trop cool», mais franchement, c'est encore une fois, c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, Des fois, c'est ça fait pas tout et ouais, ça a son revers aussi, j'imagine. ouais, ça fait pas tout, ça fait pas tout et un business, il fonctionne pas juste parce que tu as 140 000 abonnés. C'est pas du tout, ça marche pas comme ça. Ce serait super, hein, si, mais non, donc il faut travailler différemment et c'est aussi ce que je suis en train d'expérimenter en 2025 donc voilà. Je fais juste une petite parenthèse pour vous prévenir que la qualité du son change un tout petit peu sur cette dernière partie car on a enregistré en 2 fois et je vous laisse avec la fin de l'épisode. Alors j'ai une dernière question pour toi Andrea avant qu'on clôture cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager ta définition de la performance? Alors, je sais que tu m'as posé cette question en amont pour que je puisse y réfléchir et je t'avoue que, j'avais pas réfléchi à ce mot performance et en vrai, quand je me suis posée, je me suis dit: «Mais j'aime pas du tout ce mot, en fait». Vraiment, j'aime pas le terme performance parce que pour moi, derrière, il y a cette idée de c'est assujetti au résultat. C'est pas quelque Mmh. chose de finalement hyper positif pour moi. Je sais pas Ouais. ce que tu en penses, mais en tout cas pour moi, voilà, c'est pas ouf. Donc j'ai choisi un autre mot, alors qui est pas synonyme, un peu parallèle, je dirais, j'ai choisi le mot engagement. Ouais. Plutôt que de définir performance, je préfère te définir l'engagement et en prenant l'image de mon engagement à moi dans mes créations d'entreprise. Ma première entreprise qui s'appelait Cachassa, elle me plaisait, mais j'étais engagée à 30 donc les résultats ont été à hauteur de 30. Et enfin Petium, celle dans laquelle je suis actuellement, j'ai un engagement bien supérieur et les résultats sont bien supérieurs. Donc pour moi, au-delà de l'aspect performance et de sa définition, c'est plutôt l'engagement qui va définir les résultats de ton entreprise. Je ramène tout ça au niveau humain, en fait. Après, je suis seule dans mon entreprise, donc j'ai pas tous les autres aspects, qui peuvent rentrer en compte dans une entreprise plus traditionnelle. Mais en tout cas, dans la mienne, c'est pas la performance qui compte, c'est l'engagement. J'aime bien poser cette question parce que je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fonction de la personne, la réponse change complètement et c'est chouette de voir, toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot et comment tu reformules et qu'est-ce que tu as envie de mettre, dans quelque chose d'équivalent, mais qui te correspond mieux. Pour d'autres personnes, tu vois, les 1res personnes, que j'ai interviewées, il y avait beaucoup cette notion, de bien-être qui est au cœur de la performance et qu'on peut pas être performant si nous-mêmes on n'est pas bien et qu'on ne se sent pas bien et ça ouvre du coup vraiment, Totalement. la perspective et de voir, voilà, un mot que tout le monde, connaît, que tout le monde, a une définition à y mettre dessus, mais en fait, d'aller voir derrière, comment ça résonne en chacun, ça change complètement et c'est Ouais, totalement et comme tu le dis, tu auras une définition, à chaque personnalité. merci beaucoup Andrea pour cet épisode. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut Carole! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir ce projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram à inspiration.naturo ou sur LinkedIn à Carole Messonnier où je partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Au-delà des performances. Prenez soin de vous, à bientôt!